On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Donc, Luc, si je comprends bien, le problème, c'est pas que la Russie ait envahi l'Ukraine, c'est que le problème, c'est que l'Ukraine a tenu à se défendre, selon Donald Trump. Ben écoute, c'est là où on en est. C'est la réalité alternative, encore une fois. Donc, si les faits ne te vont pas, ben écoute, trouve-en d'autres, trouve un autre angle, puis adhère à ça et répète au besoin tant qu'il le faut. C'est un peu hallucinant, ça, à quoi on assiste depuis sur la scène. C'est étourdissant en politique intérieure, mais sur la scène internationale, s'il y a une logique derrière ça, c'est carrément que Donald Trump tourne le dos finalement aux démocraties occidentales et il fait le jeu de la Russie. C'est complexe, hein, l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu des accords entre les deux pays. Si on remonte plus loin, bien sûr, ben là, on remonte à l'ère soviétique, mais je vois mal comment on peut dire que l'Ukraine, où on est entré à deux reprises, à deux moments séparés, en Crimée, puis ensuite dans le Donbass et même plus large, je vois mal comment on peut dire que c'est l'Ukraine qui est responsable de ça. Je répète, c'est complexe. L'Ukraine, on me reprochait ça aujourd'hui dans des discussions sur les réseaux sociaux. Tu sais, Luc, l'Ukraine, c'est pas un pays où on retrouve des saints, il y a eu des oligarques, hein, il y a eu de la corruption, c'est vrai. Reste que derrière le conflit actuel, c'est une agression armée à deux reprises, en contravention avec toutes les lois et tout le droit international. Et on a un président américain qui il avait dit, moi je pense que j'ai un très bon partenaire en M. Poutine pour aller de l'avant avec une belle coopération. Et là, il traite celui que les Américains avaient comme allié jusqu'à ce que lui revienne au pouvoir. Il le traite de dictateur en mentant effrontément, en disant, écoutez, Zelensky, il y a 5% d'appui dans les sondages et il ne fait pas d'élection. Il faut savoir que la loi fait en sorte qu'on n'a pas d'élection pendant qu'on est en guerre en Ukraine et que le taux d'approbation de M. Zelensky, il est autour de 55-56% de mémoire. Donc, c'est quelqu'un qui est en place de manière légitime. C'est un pays indépendant, c'est un pays autonome, mais c'est ce pays-là qu'on insulte, alors que de l'autre côté, ben, on fait copain-copain avec un pays, un régime autoritaire. C'est une chatte, il perdrait ses petits, disait-on dans le vieil adage. Oui, tout à fait. Maximile me montrait un peu plus tôt une ancienne une du Time Magazine qui date de 2017. Oui. Je veux la montrer aux auditeurs qui nous écoutent à la télévision. Regarde ça, voilà. C'est la Maison Blanche qui est comme... Qui ressemble un peu à la Place Rouge à Moscou. Écoute, c'est en 2017, ça, et c'est plus pertinent que jamais, là. Ben, tu vois, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit 2 textes pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec cette semaine. Et dans le premier, je disais carrément, mon titre, c'était « Il se comporte comme un agent russe ». On ne pourrait pas investir dans la formation d'un agent du côté des Russes et avoir autant de résultats que ce que nous donne un Américain à la tête des États-Unis. Donc, la filière, les liens entre la Russie et Donald Trump, écoute, ça remonte à il y a plus de 40 ans, Donald Trump est apparu sur le radar des Russes. On parle pas de complot dans une élection, on n'a pas parlé de conspiration, il y a eu une enquête là-dessus, ça n'a pas débouché, mais clairement, il y a des atomes crochus très forts, ça, je pense que c'est évident. Et je ne m'attendais pas, en ce début de 21e siècle, on est encore dans le premier quart, je ne m'attendais pas à voir les États-Unis tourner aussi rapidement que ça. Donc, on le sait, le rapport de force sur la scène internationale, il a été modifié. Ça ne veut pas dire qu'au sein des démocraties occidentales, tout va bien, qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a pas de rivalité, mais de voir dans une semaine Donald Trump ou son vice-président insulter les Européens et de l'autre côté se tourner vers la Russie en ne relevant aucun des problèmes ou aucune des problématiques de la Russie, je disais, faut vraiment être de mauvaise foi pour pas y voir quelque chose d'anormal. Écoute, en Europe, sur le territoire européen, si on dit que la Russie fait partie de l'Europe, là, mais tu sais, s'il y a un pays qui est problématique en ce qui concerne le respect des droits de la personne, Christy, c'est bien la Russie. Tu t'en vas en Europe, c'est correct, correct. Tu peux critiquer les pays européens et tout ça, mais tu réserves le gros de tes critiques au bully en chef qui est Poutine. Voilà.
Et j'ai hâte de voir autant bien sûr on surveille de près ce qui se passe aux États-Unis, autant j'ai hâte de voir la réponse européenne à tout ça parce que bien sûr qu'on doute de la stabilité sous Donald Trump, on sait très bien que les relations sont pas les mêmes, mais la semaine dernière, c'est toute une claque au visage qu'on a reçue. J'imagine qu'on avait commencé à se préparer hein, en coulisses à que se passe-t-il si on ne peut plus se fier aux États-Unis? Je comprendrais mal que les téléphones ne sonnent pas d'un pays à l'autre au sein même de l'Union européenne pour dire, OK, on est rendu au plan d'urgence, là, hein? On est rendu à DEFCON 1 si on utilise le langage américain, mais il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on trouve une autre manière d'agir. Ça peut pas être plus clair que ça. C'était une attaque frontale la semaine dernière contre les Européens. Et là, on est en train d'humilier l'Ukraine et Zelensky en ne les invitant pas pour négocier. C'est un partage qui, pour ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, va se faire à deux. Puis on se contente pas d'ignorer l'Ukraine. On l'insulte au passage et on Ben l'écrase oui. pour, tu l'as bien dit, laisser dérouler le tapis rouge devant le bully en chef. Écoute, moi, j'en reviens pas qu'on va discuter comme entre grands garçons, puis on va laisser le petit Zelensky. Toi, t'es en culotte courte, là. Tu mérites pas d'être assis à la table. Le gars, là, il a défendu son pays bec et ongle depuis des années. Ouais, tout à Il me fait. semble que la moindre des choses, c'est qu'il soit assis à la table de négociation puis qu'il ait son mot à dire. C'est quand même incroyable. Et, et même, écoute, je suis parfaitement d'accord avec toi, même si on allait au-delà de ça, on regarde au plan stratégique et je peine à voir, c'est dur la politique, parfois c'est très très froid, c'est dur, on a des intérêts plus que des valeurs très souvent. Où sont les intérêts américains là-dedans? Se mettre les alliés à dos, puis insulter des alliés, se rapprocher de Vladimir Poutine, je peux voir des intérêts personnels pour certains Américains. J'ai de la difficulté à voir quels sont les intérêts du pays à court, moyen et long terme. On investissait en Ukraine. Joe Biden ne faisait pas ça que par grandeur d'âme quand il disait on va dégager des milliards. Et le Congrès non plus en passant. Il y a des républicains qui n'aiment pas ce qui se passe actuellement. Mais quand on a délié les cordons de la bourse pour appuyer l'Ukraine, on investissait autant pour les intérêts américains en Russie et au-delà de la Russie qu'on le faisait pour les Ukrainiens eux-mêmes. C'est un placement. Et il me semble qu'on n'a pas eu de retour sur l'investissement, tout le moins pas pour le pays. Donc, même stratégiquement, oublions le côté humain, oublions le sacrifice, les pertes de vie. Qu'est-ce que les Américains ils gagnent sur l'échiquier international au moment où on se parle? Écoute, je vois pas de très, très gros fil conducteur vers une situation gagnante. Ça me fait penser à ce qui se passe dans certaines écoles du Québec quand un jeune se fait écœurer par un boulet, se fait terroriser, intimider. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux jeunes, ben, toi, tu vas déménager. Tu vas aller dans une autre école. Plutôt que de punir celui qui l'a Ouais. intimidé, non, c'est lui qui doit se refaire des nouveaux amis puis qui doit déménager. C'est un peu ça, là. C'est- Ouais. On a vécu ça ici à Québec, d'ailleurs, dans une école privée qui est pas très loin de chez moi. C'était un cas, cette fois-là, c'était plus du harcèlement sexuel ou de l'intimidation, mais c'est des jeunes filles qui ont quitté l'école alors que les agresseurs ou les intimidateurs sont retournés en classe, dans leur classe. Donc là, tu dis, il y a un malaise. Dans la gestion, il y a plus qu'un malaise, il y a un problème, il y a quelque chose qui est terriblement gênant. Donc, on a dit, oui, c'est vrai, il y a des droits, il y a des recours, mais quand la victime semble plus pénalisée que la personne qui a intimidé, il y a un rapport de force, puis surtout un rapport dans nos valeurs qui est inversé. Mais Luc, tu sais, quand je regarde certains commentaires, ça a l'air que c'est toi puis moi qu'on est dans le champ. Ça a l'air que défendre la démocratie, défendre Oui, les institutions, défendre le droit, défendre le respect des droits de la personne, non, c'est nous autres, on est dans le champ. On est woke. écoute, tu vois, dans les commentaires, il y a une chose sur laquelle je rejoins parfois certains des détracteurs, certains des gens qui émettent leurs opinions, c'est est-ce que c'était encore justifié d'investir autant de milliards de dollars? Ça pouvait pas être éternel. Donc, si quelqu'un me dit on Oui. appuie Donald Trump parce qu'écoute, c'est pas infini, ça là, c'est pas un pipeline d'argent qu'on a lié directement à l'Ukraine. Est-ce qu'on s'en va pas vers une escalade ou vers une guerre? Ça, souvent, c'est un argument que les partisans de M. Trump vont sortir en disant il va nous éviter la guerre. Il va nous éviter la guerre peut-être à très, très court terme. En même temps, la guerre, parfois, parce qu'on le fait souvent pour ça aussi, est-ce que pour servir nos intérêts à certains moments ou protéger certaines valeurs, ça ne vaut pas le coup? Puis pour l'autre, et je réponds souvent, la question financière ou les milliards de dollars, c'est que les Américains vont devoir investir ça ailleurs de toute façon pour protéger leurs intérêts.
Ce dont on devrait discuter, c'était si on a à investir des milliards dans une cause, est-ce que c'est celle-là qu'on devrait choisir? Et c'est là où je te dis, je vois même pas, même si on sort de l'argent ou si on sort de cette situation-là, où est-ce qu'on gagne ailleurs? Cet argent-là aidait stratégiquement la cause américaine sur la planète. Donc, est-ce qu'on réussit à replacer ça ailleurs ou avoir un meilleur retour sur l'investissement? Peut-être que le retour sur Écoute, l'investissement, puis c'est l'autre donnée dont on parle très peu, mais je sais pas si tu as vu passer encore hier et aujourd'hui, le président Zelensky dit, les Américains nous demandent, finalement, en échange de l'offre et du soutien offert, la moitié, 50% de nos métaux rares sur le territoire. Donc, non seulement on laisse du territoire, de grands pans de territoire pris illégalement par les Russes, on retourne ça aux Russes, on demeure autonome, mais les Américains nous prennent 50% de nos métaux rares. M. Zelensky, là, il est courageux, il est déterminé. Je me demande si quand il rentre à la maison, il pleure pas une fois ou deux dans la journée, tellement ça s'est retourné à une vitesse folle contre ses intérêts à lui. Et je te laisse sur une phrase qu'on dit que c'est Winston Churchill qui aurait prononcée dans les années 40. Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Et voilà. Voilà. Exactement. C'est pas, écoute, c'est pas impossible. D'ailleurs, c'est triste, hein? C'est pas des propos ou une chronique particulièrement réjouissante. Mais ce que tu viens de dire là, c'est peut-être quelque chose qui nous pend au bout du nez également. Malheureusement. À demain, Luc. Bonne soirée. Bye.